bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui présent avec nous pour ce webinaire sur la gestion des eaux pluviales en partenariat avec l'Interreg et l'Union européenne dans le cadre du projet européen Greater Green Plus. Donc pour commencer, quelques règles. Vos micros et vos caméras seront désactivés, donc ça ne sert à rien d'essayer de les activer. Cependant, toutes vos questions pourraient être posées dans l'onglet Q&R ou en allemand FA. Donc attention, il y a deux onglets différents, chat et Q&R. Donc c'est bien l'onglet Q&R où il faudra poser vos questions si vous avez. Il y aura deux temps de questions-réponses définis en avance. Enfin, étant un webinaire dans le cadre européen, nous avons deux canaux de langue disponibles. Vous pouvez voir à côté de QIR un petit globe et vous pouvez choisir, si vous comprenez le français et l'allemand, soit le canal original où les présentateurs parleront dans leur langue, ou sinon, si vous préférez français, ou le canal allemand. Pour le programme, nous allons le plaisir d'accueillir trois personnes, trois intervenants. Tout d'abord, Sandra Mateki de Lux Innovation, qui nous parlera un peu plus en détail du projet Greater Green Plus pour vous donner le cadre de ce webinaire. Ensuite, je suis ravi d'accueillir le professeur Heiko Zika, qui vous présentera les enjeux de la gestion de l'eau pluviale et les standards de la DWA. Et enfin, nous terminons avec une présentation de Patrick Seeger de MAL, qui nous présentera une application concrète de ces standards. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Sandra Mateki. Et, et donc, j'invite Sandra à partager son écran. Bonjour Sandra. Bonjour oder guten Tag, guten Morgen. Bonjour, Morgan. Dann on guten va Morgen commencer. zusammen. Bonjour tout le monde. Von Lux Je m'appelle Innovation. Sandra Wir Matiki et je sind travaille chez dort Lux eine Innovation, l'agence nationale luxembourgeoise pour mit l'innovation. Nous sommes zusammen und wir wollen uns faisons partie avec Nova du projet et on peut vous présenter aujourd'hui Greta Green Plus dans le cadre de ce webinaire de ce jour. Par rapport au projet lui-même, Greater Green Plus est un écosystème de la grande région en vue de l'accélération de la transition écologique et de la résilience économique qui, par l'évolution de technologies écologiques, fait avancer les chances. La région pour ce projet, c'est la grande région. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je peux expliquer quelles sont les régions. C'est tout d'abord des pans de la Wallonie et la communauté germanophone de Belgique et de la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre de l'Allemagne, le Grand Est en France et puis le Luxembourg. Le projet a une durée de 4 ans et a démarré l'année passée au mois de mars 24 et se terminera au mois de février 2028. Nous avons un budget total de ce projet pour 6,5 millions d'euros, dont 60% sont cofinancés par le FEDER. Et nous avons également un grand consortium de projets, un grand nombre de projets qui nous soutiennent, 11 partenaires financiers qui nous soutiennent, vous voyez à gauche, ainsi que des partenaires stratégiques à droite. Donc, on voit que toutes les régions sont représentées et que nous travaillons ensemble sur ces différentes actions. Greater Green Plus traite en fait 5 sujets qui se subdivisent en énergie propre, construction et rénovation durable, le recyclage et leur technologie, l'eau et l'environnement, ainsi que la bioéconomie. Voilà, par rapport à ces sujets, nous avons créé un programme d'action qui a été élaboré. Ce programme, en d'autres termes, sert de soutenir les grandes entreprises, les gens qui offrent des solutions technologiques, des acteurs de recherche et de transfert technologique, tels que des centres de recherche technique, des laboratoires académiques, ainsi que pour des utilisateurs de technologies vertes, d'autres entreprises, des collectivités et ceux qui cherchent des solutions
également des talents, des étudiants, des doctorants et d'autres établissements qui offrent des formations. J'en arrive maintenant aux finalités de ce projet. Que veut-on en fait atteindre par le biais de ce projet? Tout d'abord, on veut favoriser le développement des offreurs de solutions Green Tech, puis faciliter l'accès à des entreprises, aux écotechnologies, ainsi que l'accès aux technologies. Ensuite, on veut soutenir l'émergence de nouveaux projets collaboratifs et un objectif d'ordre général, c'est de rendre la grande région plus attrayante pour la transformer vers une région durable et en circuit fermé. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Voilà. Donc, c'est quelle solution Green Tech qui nous intéresse? Tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est les solutions qui permettent à chaque étape du cycle de l'économie circulaire, qui permettent d'optimiser l'utilisation de ressources, mais également de proposer des alternatives aux ressources rares. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne concrètement? C'est une excellente question, me semble-t-il. Tout d'abord, dans le cadre de ce projet, on souhaiterait faire naître des idées de projets et les accélérer. Et comment on le fait? Vous le voyez ici dans ce graphique. Il y aura des recherches et des études par des tiers qui seront commandités pour en faire des livres blancs ou pour en faire d'autres supports d'information. Et ces informations collectées sont ensuite traitées dans nos événements que nous organisons. C'est des événements de sensibilisation, mais également de réseautage. Vous voyez ici dans le premier domaine de ce funnel, de cet entonnoir, des webinaires, des grands événements, des bourses de contact, des bourses aux technologies, etc. Et nous organisons également de l'idéation, des ateliers thématiques où on invite les participants et où, c'est ce qu'on espère de moins, approfondir les idées. En outre, on structure ensuite ces idées et dans le courant de ce projet, on va essayer de les accélérer. Tous les offreurs d'idées qui participent à ces événements seront identifiés et pourront alors être listés dans une plateforme Green Tech de la grande région qui est à créer dans le cadre de ce projet et permet d'augmenter la visibilité de ces solutions, mais également pour faire du réseautage entre les acteurs. Afin d'être un peu plus concret, par rapport aux résultats attendus, c'est de qualifier 800 solutions et de les évaluer et d'en faire la publicité. 4 grands événements annuels, donc 4 événements d'un ordre plus important. C'est Green Tech Solutions Summit. La première édition a eu lieu l'année passée et la prochaine le 25 septembre. Puis il y a d'autres événements ou d'autres événements et manifestations dans le cadre de ce projet, des webinaires thématiques, des réunions d'information, des bourses de haute technologie, mais également des bourses de contact ou du job dating. Dans le cadre de ce projet, nous allons en tout et pour tout élaborer 30 idées de projets collaboratifs avec les participants aux ateliers d'idéation, dont 10 seront initiés dans le cadre de projets de collaboration. On aidera de trouver un partenaire de projet et également de trouver un financement, mais également de structurer la demande de projet.
Ce qui est très intéressant, c'est l'édition des trophées, de la transition écologique. La première édition a lieu maintenant, c'est-à-dire, je vous invite à aller voir sur notre page LinkedIn pour vous procurer davantage d'informations. Vous pouvez postuler maintenant et également se voir décerner un prix. Voilà. Ce qui est important, en fait, c'est comment nous créons une valeur ajoutée. Donc, si vous êtes un offreur de solutions, vous pouvez en quelque sorte anticiper les évolutions du secteur lorsque vous suivez ce projet. La visibilité de vos produits et de vos services, les expertises, ça sera développé à l'échelle transfrontalière ou européenne à l'aide de la plateforme Green Tech. Vous pouvez détecter des sujets d'innovation pour renforcer la valeur ajoutée de vos solutions et rester au meilleur niveau de l'état de l'art. Et puis, il y a des collaborations technologiques et ou commerciales transfrontalières et ou européennes vont être trouvées. Donc, vous pouvez trouver des partenaires et dans le cadre de ce projet, vous pouvez trouver un soutien. Si maintenant vous êtes utilisateur de solutions Green Tech, nous pouvons vous aider à identifier des solutions environnementales et compétences, ceci par le biais de cette plateforme Green Tech ou par le biais des événements que nous organisons. Si vous avez des difficultés à trouver des solutions, nous pouvons vous aider directement à trouver la solution. Si vous êtes un talent, doctorant ou étudiant, vous pouvez réévaluer vos compétences, valoriser vos compétences au niveau européen ou transfrontalier ou identifier les opportunités de stage ou d'emploi que vous trouvez sur la plateforme Green Tech. Voilà. Comment participer dès lors? Vous avez eu maintenant un petit aperçu, mais pour être plus concret, vous pouvez participer à nos événements. Mais ce que vous pouvez faire en plus, c'est de nous contacter si vous avez une idée de projet, si vous avez une idée concrète, vous pouvez nous approcher pour nous contacter. En bas, vous voyez les partenaires par région et territoire. Et si vous voulez être listé sur notre plateforme, évidemment, vous êtes les bienvenus de nous contacter et on s'en occupe. Ce qui serait important également, c'est le calendrier des événements à venir. Le prochain événement a lieu le 3 avril. C'est une séance d'infos sur l'eau dans la construction à Bettembourg, au Luxembourg. C'est très, très intéressant par rapport à la thématique de ce webinaire. Mais il y a d'autres événements, tout comme, par exemple, il y a un atelier d'idéation sur le recyclage des batteries le 4 juin ou un job dating, c'est Connect à TVSAR le 11 juin et un autre atelier d'idéation, décarbonation de la sidérurgie appliquée à la construction automobile. Veuillez bien marquer déjà le 25 du 9 pour le sommet Green Tech qui aura lieu à Birkenfeld, où seront également décernés les différents trophées. Bien sûr, dans le cadre de ce projet, un grand nombre d'événements se tiendra. Suivez-nous sur LinkedIn, Greta Green Plus, vous nous trouvez par le biais de ce nom et là vous trouvez l'aperçu des actions à venir ainsi que les actualités sur le projet. Voilà mon apport pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Sandra. En effet, je vous invite vraiment à nous suivre sur notre page LinkedIn. Vous allez retrouver tous les éléments, les informations, les news
Beaucoup d'événements vont être organisés sur un cadre, la grande région, qui pourrait intéresser plus d'un. Et je pense que c'est vraiment un événement qui va durer sur 4 ans. Donc vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera dans ce projet. Alors, et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Heiko Zika, qui nous présentera les enjeux de la gestion de pluie et notamment les standards de la DWA allemande. Donc, je remercie encore une fois au professeur d'être présent et j'attends que vous mettiez en place votre PowerPoint et je vous laisserai le champ libre. Ja, vielen Dank, Herr Barth. Ich hoffe, man Parfait. kann mich gut verstehen. Zopa. Monsieur Bartz, Ja, on vous vielen Dank für die entend. Einladung. Sehr gerne erzähle ich was Merci zum Thema pour Hochwassermanagement. cette invitation. C'est avec Bevor ich plaisir auf que je die vous parle sur la Regelwerke zu gestion sprechen des eaux komme, pluviales. Avant de möchte ich parler sur les ein bisschen directives anhand et meiner les Heimatstadt règles sur la Berlin base de die ma ville natale, Fragestellungen und Berlin, Herausforderungen zum Thema j'aimerais Hochwassermanagement vous aufgreifen. parler des défis par rapport à la gestion des eaux de pluie. Ähm, Berlin ist eine stark Berlin, en wachsende fait, Stadt est une ville und en Sie forte haben alle croissance Besonderheiten, avec une dass particularité, à savoir etwas que mit der Historie oui, bon, zusammenhängt, il y a des raisons dass die historiques Stadt sich à selbst cela, mit Wasser versorgt. particulier que Wir la importieren kein Wasser ville von außerhalb, s'approvisionne elle-même en eau. On n'importe pas d'eau comme zum d'autres Beispiel villes le München kriegt das font. Wasser aus den Munich Alpen, achète Stuttgart son kriegt das eau dans Wasser les vom Alpes, Bodensee. Stuttgart dans le Berlin Bodensee, bezieht sein gesamtes Trinkwasser Berlin aus dem Stadtgebiet. puise son eau Ja, dans Sie sehen hier mal la die région Lage de unserer Berlin et dans Wasserwerke. sa Das sind ville. Et voilà la Wasserstandorte. situation Und Sie sehen auch, dass die de nos Wasser die Spree und die distributeurs Havel, et puis la das Spree et Wasser la der Havel, Regelwerke les eaux de surface. Et l'eau est über générée Filtration par oder la nämlich filtration, Backfiltration. Das backfiltration, heißt, die euh, Brunnen, unsere Grundwasserbrunnen, c'est-à-dire Trinkwasserbrunnen nos sind puits relativ nah an den sont Gewässern. relativement Die proches saugen quasi des das eaux de Flusswasser surface et durch absorbent das en quelque Ufergebiet sorte à und travers verwässern les dadurch eine rivages derartige l'eau de la rivière, ce qui nettoie cette den eau Menschen et zurück. donc qui part dans la Und distribution aux personnes eine et aux Besonderheit entreprises. auch, Il y a das une hat wieder was mit der particularité, Geschichte zu ce tun, qui est dû à unsere l'histoire, c'est que Kläranlagen, die Wastewater Plants, nos stations d'épuration müssen bis auf eine alle Oberstrom der Trinkwassergewinnung liegen. sont Da können Sie sich toujours en vorstellen, das ist amont. also eine relativ Donc, ungünstige c'est une Situation. situation peu Deswegen hat Berlin favorable schon sehr lange et eigentlich sehr Berlin hohe a depuis Anforderungen longtemps des grandes an exigences Wasserreinheit. par Und rapport das à l'eau resultiert eben nicht propre nur, wie man vielleicht meint, et aus ça rein ne ökologischen résulte, ça Gründen, ne se sondern fait es hat pas auch uniquement pour des ganz raisons praktische écologiques, c'est vraiment des raisons Fragestellungen tout à eben fait allein schon verbunden mit dem pratiques Wasser. parce que l'eau doit être Ja, und da potable et dagegen doit steht être nun die impeccable. Verschmutzung der Donc, Gewässer la pollution des eaux, durch évidemment, Regenwasser. par l'eau de Und pluie Regenwasser joue ist un wie rôle à alles cet andere égard et l'eau de sauber. pluie Also der est tout Regen an sauf sich ist auch propre. La sauber, pluie est aber in dem propre en Moment, wo fait, mais Regen au moment mit où den la festliegenden pluie Flächen in Kontakt rentre en tritt, contact liegt die avec Seite, des da sind surfaces Schadstoffe solides, auf. Sie sehen das et il y hier a tous mal les in polluants dieser Grafik qui aboutissent dans aus cette eau. Vous australischen le Quellen, voyez ici dans ces welche graphiques des Schadstoffe collègues wir da australiens drin avec haben. Also das sind quels polluants nous sommes ou à zum quels Beispiel polluants nous völlig sommes confrontés, undurchsichtige les voitures, Brennstoffkippen, par Reifenkippen, exemple, Zigarettenkippen, des cigarettes, Verschmutzungen aus Fassaden, auch die les Luftverschmutzung über Regen zum façades, la Beispiel und pollution so de weiter und so fort. l'eau, Also es ist sehr vielschichtig. les poussières de Dieses, frein, diese les Schadstoffe poussières de landen halt pneus, tous ces polluants in der Kanalisation. aboutissent dans Berlin la hat ein sehr, sehr canalisation. effizientes La ville de Trennsystem. Das Berlin heißt a also un eine système de Trennkanalisation séparation für de Fürs 70%, Regenwasser. Und une dort wird das Wasser canalisation dann eben direkt in die autonome Gewässer pour l'eau de eingetragen. pluie. Et donc, Jetzt könnte man maintenant, meinen, on ja, pourrait dann se ist vielleicht dire, eher eine oui, une Mischkanalisation canalisation besser, mixte also serait eine quand même plus gemeinsame Einleitung favorable et von plus Flüss- und Regenwasser avantageuse. in einen Donc, un Kanal. canal commun pour les Das eaux ist aber usagées et leider nicht der la Fall. pluie. Malheureusement, ce n'est Manche pas le cas Kanäle, chez nous. Les Mischwasserkanäle, canaux d'eau usés betreiben mixtes statt ont la sogenannte particularité Überläufer oder im justement Englischen Combined Sewer Overflows. Das ist so, d'avoir solange die Kapazität der Kläranlagen begrenzt ist hydraulisch und sie nicht das gesamte certaines Regenwasser bei Starkregen aufnehmen können, des solange wird das trop-pleins. eben auch wirklich Et ici, sehr comme sur gut cette durch solche photo, on Überläufe peut le voir, durchgeführt. il y Was a Sie des hier sehen, trop-pleins das ist direkt qui in der entrent en Berliner action. Innenstadt nach Ici, c'est einem directement sommerlichen dans Winterregen. la Was ville hier de drin Berlin ist, après das ist eine Mischung
Un orage, c'est ce qui arrive directement dans l'esprit d'une eau de pluie sale avec les eaux des égouts et c'est vraiment une pollution qui arrive dans l'esprit. Ça se fait 50 fois par an à peu près, donc c'est pas un phénomène exceptionnel dans notre ville. Voilà. Alors, pendant des années, on a essayé évidemment de maîtriser cette pollution des eaux de surface par l'eau de pluie en traitant de l'eau dans les systèmes de séparation. Tout d'abord, on a commencé avec des filtres que vous voyez ici à droite. C'est des grands bassins avec des plantes et on a mis beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans ce projet, mais malheureusement, il n'y a que 10% des eaux de pluie qui sont traitées. En d'autres termes, 95% de l'eau de pluie arrive de façon non filtrée dans les eaux de surface et évidemment pollue ces eaux. À Berlin. Et dans la canalisation mixte, on avait d'abord essayé de le faire par des grands bassins, des grands canaux. Berlin compte a dépensé 140 millions pour des citernes souterraines. Cet effet positif a été absorbé parce qu'il y a une forte croissance dans cette ville et on ne suit en quelque sorte pas dans la construction de telles installations. De là, donc, les 50, 60 trop-pleins d'eau non traitée qui va vers les eaux de surface, ce qui n'est pas standard, évidemment. Maintenant, on a encore une autre particularité, une nouveauté qui crée de la pression sur la protection des eaux de surface à Berlin. C'est dû au fait que d'en haut, il y a de moins en moins de villes qui arrivent vers la ville. Berlin fait un filtrage aux abords des fleuves et dans les rivages. Et le Spree et la Stark sont des rivières plutôt lentes, mais tout d'abord, là, la population a une forte croissance, 400 000 nouveaux habitants ces 10 dernières années, et ils ont besoin et consomment de plus en plus d'eau. Donc, tout d'abord, une demande en eau plus élevée. D'autre part, l'imperméabilisation augmente et l'autre problème, c'est en fait dû au bassin hydraulique de la Spree que vous voyez ici à droite, avec le Spree en amont, il y a des mines mines de lignite à ciel ouvert. Bon, on va l'arrêter, bien sûr, mais ça fait que, justement, ils ont besoin en eau pour couler ces mines à ciel ouvert et l'eau qui arrivait à Berlin est maintenant déversée dans les mines à ciel ouvert, n'arrive plus à Berlin et donc nous avons de moins en moins d'eau qui arrive de l'amont. En plus, il y a le changement climatique. Je me permets d'en parler brièvement. Ici, vous voyez les données climatiques des dernières années, les effets du changement climatique. Vous voyez que vous avez une légère diminution des précipitations. Pendant plusieurs années, il y a eu une grande sécheresse en dessous de 400 millimètres de précipitations annuelles au Luxembourg et dans votre région, la précipitation est de 800 millimètres, me semble-t-il. Donc déjà, il y a Berlin est une région assez sèche et puis l'évaporation augmente. Il fait de plus en plus chaud. C'est pas la sécheresse à cause des précipitations moindres, mais il y a plus d'évaporation, ce qui fait que le bilan climatique de l'eau, la différence entre l'évaporation et l'eau de pluie diminue. Donc, c'est très négatif, ce bilan. Et
C'est un énorme défi quand il y a moins de précipitations. Et il est clair, et vous n'êtes pas sans savoir, que le changement climatique renforce encore ce stress, ça va de soi. Donc pour résumer, nous avons la particularité d'avoir une forte demande en eau qui ne cesse d'augmenter, de moins en moins de ressources en eau, moins d'afflux, ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'eau qui est circulaire en eau. Bon, on a parlé de l'économie circulaire, c'est une bonne chose en soi, mais qui fait quand même que nous avons des exigences de plus en plus élevées par rapport au traitement des eaux et des eaux usées. Donc, il faut de plus en plus traiter l'eau afin de pouvoir l'utiliser comme eau potable. Et c'est connu et les conséquences sont connues. Berlin travaille sur un master plan de l'eau parce que l'approvisionnement en eau n'est pas assuré, sinon on ne fait rien. On a dû rationnement de l'eau. Moi, je peux plus arroser ma pelouse chez moi. Et en ce qui concerne les nouveaux, l'industrie, il y a des conditions par rapport au rationnement. On a cette grande usine de Tesla, pas loin de Berlin, où il y a également des rations limitées. Donc là, on voit clairement qu'il y a un problème et on le voit notamment dans les petites eaux de surface. C'est typique pour Berlin et la petite. Nous avons des petites eaux de surface, des petits lacs et nous voyons ici sur les photos des dernières années, ces petites eaux de surface ont été asséchées pendant des mois, ce qui a des incidences écologiques sur la biodiversité, des incidences sur l'infrastructure verte, sur les arbres en bord de route. Ici, vous voyez clairement que les arbres au bord de la route sont vraiment grièvement touchés par la chaleur et la sécheresse. On a dû même abattre certains arbres à cause de la sécheresse. Et d'un autre côté, nous avons des grands problèmes avec des fortes précipitations. Mais bon, c'est contradictoire, dirait-on. D'une part, ils ont des problèmes de sécheresse, disent-ils, et puis d'un autre côté, ils ont des problèmes de précipitation et de pluie forte. C'est quoi ça? Oui, sur le plan physique, on peut l'expliquer. Vous le voyez sur ce graphique. Donc, c'est une règle de physique élémentaire. Lorsque la température augmente par le changement climatique, l'air absorbe plus d'eau, plus 7% d'eau qui est alors stockée en atmosphère, ce qui fait d'une part, il y a plus d'évaporation parce que l'air absorbe plus. D'autre part, lorsqu'il pleut, les précipitations, évidemment, sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus fortes. Et donc, ce delta entre sécheresse et forte pluie d'autre part s'accélère par le changement climatique. Oui, les fortes pluies, vous le connaissez certainement chez vous aussi. C'est un phénomène mondial. En Espagne, récemment encore, Valence ou en Allemagne, dans la région de Aar, la vallée de l'Aar. Et c'est un exemple de Berlin en 2017. La photo à gauche, c'est le Kurfürstendamm, le grand boulevard central avec un niveau de 1 mètre, l'aéroport sous eau. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels étaient considérables. 200 millimètres en 10 heures. Et j'en arrive tout doucement aux réponses qui se reflètent dans la stratégie et dans les réglementations. Quelle est la réponse? Oui, la pollution, la sécheresse, les pluies fortes. D'autre part, la réponse, vous l'avez entendu ailleurs déjà, c'est que nous voulons concevoir une ville éponge, Sponge City.
Donc la tentative de garder l'eau de pluie en ville, de nettoyer et lentement de le réinjecter dans le circuit. Les technologies, en fait, les technologies sous-jacentes sont bien connues, de la verdure, de berges. C'est des choses qu'on fait depuis des années. Ou l'infiltration, il y a des rioles d'arbres, que vous voyez à droite, c'est une nouvelle évolution où on essaie de collecter de l'eau de pluie par le biais des arbres le long des routes et en fait la DVA, l'association spécialisée en Allemagne, accompagne de telles évolutions par des réglementations pour des ornières d'arbres ou pour des surfaces multifonctionnelles qui sont en cours d'élaboration et ça se présente comme suit. C'est une installation en service depuis longtemps, depuis 25 ans déjà. C'est des surfaces vertes. Donc, on parle de mesures bleues-vertes à gauche, par exemple, un petit parc en ville, un parc urbain qui est une surface de loisirs, une surface verte, mais qui a également une forme de rétention et également une capacité d'infiltration, tout ça sous forme de caniveau. Et un autre exemple de la région, c'est les toitures vertes en tout genre. Le bâtiment ici à l'arrière-plan a un toit en verre. Vous avez un garage souterrain. Ici, les ventouses d'aération. Et là, vous voyez l'éponge. Donc, il y a 60 cm de sol et tout cette eau, depuis cette toiture végétalisée jusqu'en bas, reste dans ce garage. Et ça, c'est le trop-plein de cette éponge. Et dans ce petit tuyau, ici, vous avez 2000 mètres carrés d'éponge verte. C'est la meilleure solution qu'on puisse trouver pour l'éponge. Voilà, mesdames et messieurs, en fait, ce que vous montre ici, c'est une nouvelle façon de traiter l'eau de pluie. Ça se manifeste évidemment dans nos réglementations de la DWA au niveau législatif et légal, au niveau régional et au niveau communal. Ici, vous voyez les règles en vigueur pour Berlin. Et à Berlin, par exemple, vous devez toujours prévoir une infiltration. Mais si c'est pas possible, il faut d'abord purifier l'eau, traiter l'eau avant de le mettre dans le drainage. Donc, si ce n'est pas possible, si c'est pas possible de faire une infiltration, il faut traiter l'eau. Et c'est prévu également dans les réglementations urbanistiques. Donc, s'il y a des nouveaux plans d'aménagement, il faut toujours prévoir un concept d'eau de pluie selon le concept de la ville éponge. Et ce qui est très intéressant également, à Berlin, il y a une agence d'eau de pluie. C'est en fait une instance publique financée par le Land de Berlin qui conseille justement les propriétaires de terrain, mais également les commerces pour tout ce qui est eau de pluie. Ils font vraiment un travail fantastique. Ils ont un site fantastique. Je vous recommande vraiment de consulter ce site.
Voilà, ce qui caractérise Berlin, c'est cette ville éponge qui existe partout. Il y a beaucoup de villes qui ont des projets pilotes, mais ce qui est unique pour Berlin, c'est que ils ont su le mettre en œuvre au quotidien, dans les règles en vigueur, tous les projets de construction, sans exception, et nous en avons 1400, 400 projets. Tous les projets sont conçus selon la ville éponge. On ne construit plus des canaux d'eau de pluie. C'est terminé. C'est vraiment un changement de paradigme, on peut-on dire. Ici, je vous montre des grands projets en bas à gauche, des quartiers avec 5000 logements et appartements, des projets gigantesques selon le principe de la ville éponge. Et donc, la Berlin est vraiment un exemple clé, pas parce que c'est des projets individuels qui sont fantastiques, euh, ça existe partout, mais justement, cette application régulière est vraiment particulière. Encore un projet que je me permets de vous présenter, un nouveau quartier urbain avec 900 appartements, donc taille moyenne pour la ville de Berlin, dirais-je. Ici, vous voyez le projet urbanistique. Et bien que nous avons euh, de la clé, et, on fait des pocket wetlands, des poches, malgré le sol argileux, il n'y a pas en fait une bonne infiltration. Donc, on fait un parc qui est important pour la gestion des eaux de pluie. C'est vraiment un module important de prévoir des surfaces vertes pardon, à double utilisation, que ce soit pour les loisirs, mais en même temps également pour la gestion de l'eau de pluie. Ça se présente comme ça. Donc, lorsqu'il pleut, ça peut être inondé pendant un petit temps. Donc, cette zone de rétention multifonctionnelle est en construction. À l'arrière-plan, vous voyez les premiers bâtiments. Et ici, à l'avant-plan, ça, c'est cette surface, cette zone de rétention multifonctionnelle. Donc, vous voyez les ornières d'arbres. Et voilà, c'est comme ça que ça se présentait au mois d'octobre de l'année passée. Et vous voyez maintenant que ils ont des toits végétalisés et maintenant on voit très très bien ce parc naturel, ce parc paysager et voici les bassins de rétention pour l'eau de pluie. Voilà, j'en arrive maintenant à la réglementation. J'ai parlé des défis parce que finalement, c'est la raison pourquoi on a retravaillé les réglementations. Il y a notamment deux réglementations pour l'eau de pluie qu'il faut citer. Tout d'abord, ce qui est tout récent, c'est en fait les règles pour le ruissellement. A138 du mois d'octobre 24. Le deuxième point, c'est le traitement obligatoire avant infiltration du mois de décembre 2020. Donc, tous les deux sont assez récents et des fiches de travail récentes. Le A138 existe depuis un certain temps déjà. Ce ruissellement est organisé depuis 20 ans, mais il y a trois choses qui sont plus récentes et qui ont été refaites. Ce qui est important, notamment pour l'industrie, le ruissellement et l'infiltration uniquement après traitement. Donc, il ne peut plus y avoir de ruissellement vers les ornières sans avoir traité préalablement l'eau de pluie. Donc, que le ruissellement se fasse par une surface végétale
Et ça, c'est considéré également comme un traitement, même recommandé. Cette solution verte-bleue, c'est vraiment le premier choix. Ce n'est que lorsque ça fonctionne pas, on revient vers des installations techniques. La deuxième nouveauté dans cette fiche, c'est la plantation. À l'époque, on était très restrictif par rapport à la plantation des installations de ruissellement. On voulait que de la pelouse. On a fait vraiment de bonnes expériences avec d'autres types de plantations, des plantes ligneuses, des arbres ou des ornières d'arbres. Et le troisième point, pendant très longtemps en Allemagne, il y a eu de grandes limitations pour l'implication de ruissellement, étant donné qu'il fallait respecter à une distance minimale par rapport à la nappe phréatique. Ça n'existe plus, donc on ne demande plus cet écart d'un mètre entre la nappe phréatique et la surface. Mais on demande un traitement correct. Donc, ce n'est pas l'écart ou la distance qui importe, mais le traitement, justement. Ce qui est récent également dans cette fiche, c'est comment traiter les périodes d'inondation et des pluies fortes. Depuis l'année passée, nous avons un examen d'inondation qui est obligatoire. Dans chaque projet de construction, il faut faire des mesures de cette installation. C'est le premier pas. Et puis le deuxième pas, il faut vérifier ce qui se passe lors de en cas de forte pluie. Et là, il faut prévoir déjà des mesures concrètes afin de traiter et d'exploiter l'eau sans que ça ne fasse des dégâts. Donc, le problème n'est pas résolu par le fait qu'on évacue tout simplement l'eau. Et donc, le problème, non, il faut faire une rétention. Et ça se voit dans toutes les réglementations qui ont été créées. Voilà. Le troisième aspect, c'est le A202 qui concerne la pollution et c'est très, très intéressant. La A102, le traitement des eaux de pluie est devenu obligatoire et il y a certainement des raisons valables pour ce faire et ces règles techniques ont été mises en œuvre après de longues discussions en Allemagne. Il faut d'abord un projet jaune, comme on l'appelle, qui date de 2016. Et ce projet en jaune, comme nous l'appelons, est discuté parmi les experts. On peut faire des réclamations, etc. Et ensuite, au mois de décembre 2020, une version finale a été publiée qui remplace les règles en vigueur. En Allemagne, il y avait le M153 pour les systèmes de séparation et le 128 pour les systèmes mixtes qui est utilisé également au Luxembourg jusqu'à présent. Et maintenant, on a levé ceci en Allemagne. Le 128 a été levé et on applique maintenant le A102 niveau E. Qu'est-ce que ça dit? En fait, il y a trois choses importantes qui sont mentionnées. Tout d'abord, comment on peut calculer le taux de pollution, comment traiter cette eau, quelle est l'efficacité requise, et puis encore un autre point important par rapport aux autres réglementations, c'est le bilan en eau. Ça ne rapporte pas directement à la pollution, mais plutôt au circuit naturel de l'eau. Le paramètre avec lequel nous travaillons, c'est les matières en suspension, suspended solids en anglais,
et la fraction propre doit être plus petite que 63 micromètres, 0,0063 mm, les particules fines. Donc, on parle de AFS, de matière en suspension pour le 63. Donc, pourquoi finalement on a choisi ce paramètre? Les matières en suspension, ce ne sont pas des polluants, des substances polluantes, mais ils peuvent lier les substances polluantes de par leur surface, notamment les métaux lourds, et donc ils sont un excellent indicateur pour le taux de pollution de l'eau de pluie. Et l'approche est que une sorte de charge polluante, donc charge polluante en kilogrammes par hectare par an. Et ensuite, sur la base de cette littérature spécialisée, on a subdivisé en catégories les différentes surfaces. Bon, je ne vais pas vous le lire en détail, mais ce qui est important, c'est d'avoir différents types. Les trottoirs, les toits, les routes sont attribués à différentes catégories et puis multipliés par cette charge polluante. Et on peut le faire facilement avec des systèmes SIG, des systèmes d'information géographique, en bleu toutes les surfaces avec une petite charge, les grands toits des supermarchés. Ici, par exemple, les grands axes sont fortement pollués et certaines zones industrielles également. Et donc, on peut calculer la charge et puis on peut choisir la forme de traitement à faire. Il y a beaucoup de formes différentes. Monsieur Ziegler va certainement encore nous présenter différents produits. Donc, pour avoir un aperçu, on peut faire 3 catégories: des solutions naturelles, des installations de ruissellement et également des installations de traitement. Il y a ces grandes installations techniques, enfin de canalisation, end of pipe, stations d'épuration des séparateurs, différentes techniques. Et ce que l'on fait de plus en plus, c'est des installations décentralisées, également des canaux de filtrage qu'on utilise et également des surfaces perméables. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ces différentes technologies individuelles, il y a à chaque fois un règlement individuel. Donc, vous voyez, la réglementation de la DWA, ce n'est pas une série de règles, mais c'est une construction d'ensemble qui a une certaine logique. Zum Beispiel für die Bodenfilter, Retentionsbodenfilter, gibt es eben ein Regelwerk, was dann wieder die Bemessung und Planung von Bodenfilteranlagen regelt. Donc, les filtres en sol sont réglementés, tout comme les autres, comme le ring cladding, par exemple. Pour terminer, une petite information par rapport au logiciel existant pour le calcul et la conception et la planification de telles installations. Et si cela vous intéresse, il y a certainement des firmes qui peuvent vous aider. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, monsieur le professeur, pour ces explications exhaustives. Nous avons une question. Quel type de géologie existe-t-il à Berlin pour en faire une ville éponge? Oui, c'est différent, hein. Il y a des sols sableux, mais il y a de grandes parties, plus ou moins 60% du territoire sont des sols argileux. En général, on peut dire que le sol n'est pas tellement important pour la planification d'une ville éponge. On peut aussi créer des villes éponges sur des sols argileux, mais il est important d'en tenir compte dans une première phase de la planification.
où les rigoles n'ont rien à voir avec le sol. Donc, une ville éponge est toujours possible avec n'importe quel sol, aussi au Grand-Duché de Luxembourg, aussi dans la grande région, certainement. Donc, le sol est plutôt déterminant pour la technique qu'on sélectionne. Mais merci beaucoup. Une deuxième question. L'eau pluviale peut également contenir des pollutions microscopiques. Est-ce qu'il y a une influence sur des zones protégées? Bon, l'hygiène est un grand problème, un problème très important à Berlin. Beaucoup de surfaces aquatiques sont des bains. Pensons aux fesses des chiens, des oiseaux. Il y a de très bonnes expériences que nous avons faites avec les filtres au sol qui éliminent les pollutions de manière centrale, sous forme de grands filtres au sol, mais également de manière décentralisée par le biais de centrales d'épuration. Très bien. Peut-être encore une dernière question. Comment est-ce que vous gérez la séparation, l'eau pluviale entre différents secteurs qui sont liés à la canalisation? Bon, en effet, c'est un défi majeur pour nous. J'avais décrit que pour Berlin, dans les zones de construction nouvelle, on suit ce système de manière cohérente et chaque fois qu'un bâtiment ou qu'une zone est reconstruite ou remaniée, on applique le principe de la ville éponge. Mais l'initiative de créer des villes éponges ou que c'est prévu dans une planification, ceci n'arrive que dans des cas individuels. Merci beaucoup. Il y a encore une dernière question. Malheureusement, nous devons avancer vers la présentation suivante. Je vous remercie, monsieur le professeur. Et je me permets de passer à la dernière personne, où j'invite monsieur Siger de Malle, qui nous présentera une application concrète de ces standards dans un cadre plus industriel. Donc, monsieur Siger, dès que vous êtes prêt, je vous invite à partager votre présentation. Je vous dirai quand tout sera bon. Bonjour tout le monde, donc Patrick Siger de la société Malle Technique de l'Environnement. Nous sommes un fabricant de produits béton préfabriqués intégrant des process pour les domaines suivants. Donc, moi, je suis en charge des marchés français, du marché français et francophone pour la société. Donc, notre premier, c'est l'exploitation des eaux pluviales. Donc, nous proposons une gamme de produits qui permet de préserver et de valoriser ce bien naturel qu'est l'eau de pluie. Les séparateurs, j'y viens tout de suite. Les traitements des eaux de lavage. Donc, le dispositif est biologique et mécanique, sans chimie, et bénéficie d'un agrément ministériel depuis plus de 10 ans. Donc, on était un des premiers fabricants à proposer une solution de recyclage des eaux de lavage biologique. De plus, il oblige forcément, qui dit biologique, dit forcément d'utiliser des savons qui permettent en fait qui sont biologiques, ce qui permet de limiter le volume de rejet et surtout en fait de réutiliser une grande partie de cette eau et surtout de ce qu'on va rejeter en fait, ce sera d'une très bonne qualité. Donc, les stations d'épuration, nous utilisons le procédé ESPER et nous construisons des micro-stations. Alors, mais surtout, en fait, notre marché, on va dire, c'est des stations d'épuration de 20 à 200 équivalents habitants. Et on fabrique énormément d'ouvrages en lien avec les stations d'épuration, les clarificateurs et autres produits qu'on peut faire en béton préfabriqué. Les stations de pompage, donc là, nous accompagnons le dimensionnement, on fait tout. Donc, chaque division, en fait, c'est chaque fois un département indépendant avec tout un service, l'engineering de la société qui va justement amener une solution individualisée à chaque projet. Donc, juste quelque chose, nos ouvrages béton sont en XA2 et XF4 en standard, du fait qu'en fait, c'est l'assurance allemande qui nous demande ces qualités de béton sur un ouvrage béton. Donc, en fait, ça veut aussi dire tout de suite sur des hauts niveaux de standards qui permettent de répondre à tout type d'agressivité classique, à savoir les eaux usées, le gel, le sel de verglaçage et autres. Pour des agressions plus spécifiques ou des agressions de type process,
on a en fait une chaussette en PEHD qu'on va proposer. Les énergies nouvelles, c'est un nouveau département qui a une quinzaine d'années chez nous. En fait, c'est la valorisation, c'est des cuves pour stocker du pellet, notamment pour le chauffage. Et après, on a également des cuves intégrant des échangeurs thermiques. C'est surtout pour le chauffage et la climatisation des bâtiments avec des technologies qui sont en lien avec l'eau pluviale. En fait, une valorisation de l'eau pluviale pour les nouvelles énergies. Voilà. Donc, moi, en fait, je vous ai dit que j'allais revenir sur la partie séparateur parce qu'en fait, pour moi, c'était important, en fait, par rapport après à la déclinaison de la DWA. Aujourd'hui, il y a une norme, la EN 858-1 et -2, en fait, qui est plus ou moins validée par les États. Mais surtout, en fait, ça nous permet, en fait, là, on a une vraie règle européenne qui nous dit, contrairement après à la gestion des eaux pluviales, sur les séparateurs hydrocarbures, on a une valeur de rejet commune, à savoir les 5 mg. Tout est calé. Maintenant, en fait, ce qui va différencier un état d'un autre, c'est qu'un séparateur hydrocarbure, par exemple, toutes ces normes en fait, qui sont en lien sur un séparateur vont effectivement être une déclinaison de chaque chose qu'il faut faire. Mais, en fait, ça restait des règles génériques. Donc, en fait, la DWA, et c'est un peu là son importance, c'est en fait, ils ont créé des fiches de travail, des fiches techniques. Par exemple, si on prend la M115, rejet indirect des eaux usées non domestiques. Et par exemple, la M760, eaux usées de la remise en état de l'entretien des véhicules automobiles. C'est des éléments en fait, qui nous permettent de définir en fait, quelles sont les règles. C'est une vraie fiche de travail, quoi. Voilà, donc en fait, on revient sur les normes. Donc, la législation européenne, donc la directive cadre européenne, c'est en fait la directive, c'est notre colonne vertébrale à tous. Donc, dans la gestion des eaux, donc en fait, la BAG contient les dispositions fondamentales. Donc, en fait, les lois sur le régime des eaux en Allemagne permettent en fait d'avoir une déclinaison 54, 55, 57, parce que là, en fait, on est sur des régimes locaux, nationaux, mais ce n'est pas comme la loi sur les séparateurs où, en fait, on a une règle commune européenne avec les mêmes valeurs de rejet communes. Parce qu'il y aura également les lois régionales sur l'eau et les différences Länder. On leur propose, ce qu'a dit le professeur Sticker avant, c'est qu'en fait, on va être sur des matières de traitement et des solutions adaptées. Chaque Länder va avoir un peu sa spécificité, et comme chaque État va avoir sa propre spécificité par rapport, j'en reviens au séparateur, où effectivement, il y a une règle commune avec des valeurs de rejet communes à tout le monde. Donc, la DVA, c'est quoi? C'est l'association allemand pour la gestion de l'eau, des eaux usées et des fiches de déchets. Donc, en fait, ça comporte à peu près je crois, 15 000 membres. C'est quand même un gros organisme qui permet effectivement d'adapter, en fait, donc d'avoir donc, M. Sticker avant avait déjà proposé la DVA 102, la 179 et donc, c'est les trois principales aujourd'hui qu'on va décliner. Sachant que la 179, c'est décentralisé, je vais en parler brièvement. Donc, le rejet dans les eaux de surface, la DVA, en fait, c'est effectivement, on a parlé d'AFS avant, donc c'est le pourcentage, en fait, qu'on va nous demander. Je vais y revenir dessus. Surtout, ce qui est important, c'est en fait, c'est la DVA 162, la 102 par rapport à la 179. C'est en fait, c'est les critères d'entrée qu'on va prendre. Donc, forcément, qu'on est sur un élément central, on va être sur du 15 litres secondes à l'hectare, sur du 179, on va être 25 litres secondes d'hectare. On va toujours essayer d'avoir la même performance sur ces deux éléments. Par rapport à la DVA 138, effectivement, on va téter totalement le débit. On va être sur quelque chose. Et bien sûr, comme il l'a dit avant, on va favoriser l'évapotranspiration en combinaison avec le traitement et le rejet dans la nappe phréatique. Alors, qu'est-ce que c'est la F763? Donc, M. Sicard en a déjà parlé. Donc, en fait, c'est des substances filtrables avec une granulométrie de 0,45 microns à 63 microns. Donc, c'est une fraction filtrable. Donc, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très fin. Donc, là, je reviens. Voilà. Donc, en fait,
le traitement conventionnel, donc ce qu'on a parlé avant des séparateurs hydrocarbures, le séparateur hydrocarbures, en fait, il va être un traitement conventionnel. Il va, lui, arriver jusqu'à va favoriser la sédimentation, mais en fait, on ne va pas être sur les parties, les traitements plus approfondis. En fait, la solution ne suffira pas. Parce que l'élément déterminant pour les pollutions des eaux de pluie, c'est la surface sur laquelle elle tombe, bien sûr, et sa captage chargée en matière en suspension, les MES. Mais le but, en fait, c'est effectivement, en fonction de là où elle tombe, et le dispositif de traitement qu'on va mettre va permettre effectivement de soit favoriser la sédimentation et la flottaison, soit effectivement avoir un dispositif qui va permettre en fait la filtration et l'absorption. Donc, voilà les limites, parce qu'avec un 63 microns, vous êtes sur la sédimentation, et au-delà, entre justement la matière filtrable, aujourd'hui, c'est la DWA 102, c'est justement son propos, et la 179, c'est son propos, c'est en fait d'être dans la matière filtrable. Pourquoi j'en parle? Parce que pour moi, effectivement, aujourd'hui, la France occupe de loin la première place mondiale dans les ronds-points, répartis sur l'ensemble du territoire. On en a plus de 50 000 aujourd'hui, alors les chiffres divers. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a 10 fois plus qu'en Allemagne et qu'on a un bon nombre de plus que l'ensemble des pays européens. Et selon les dernières études, il y a une étude qui a été faite en Allemagne, et l'abrasion des pneus représente plus de 57% des particules sont rejetées par les routes. Donc, comme l'abrasion des pneus constitue la plus grande partie des microplastiques, il est impératif d'interrompre ce cycle. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on ne met pas un dispositif de giratoire, en fait, tout ça, en fait, ce qu'on appelle le miel noir, vous l'avez effectivement sur la voirie environnante. Alors, la nature peut en absorber une partie, mais ce qu'il faut voir, et ce qui est souvent pas pris en compte, c'est que si votre sol il est pollué, à un moment, tous les 10-15 ans, il faut l'envoyer en cellule de retraitement et remettre un sol végétal autour. Donc, pour répondre à... Donc, on a répondu par un système que les premières formes de clarificateurs inclinés ont été utilisées dès le début du XXe siècle. Donc, on s'est rendu compte qu'un cours d'eau, quand on prenait un dispositif et qu'on compliquait la vie à la goutte d'eau, on arrivait en fait à avoir une performance. Donc, on a tergiversé un certain temps, on a fait on a essayé de trouver en fait quelle était la meilleure déclinaison pour arriver aux meilleurs résultats. Cette déclinaison, en fait, a permis, en fait, de la matière. Donc, en fait, on a pu déterminer qu'en fait, que la décantation lamellaire, donc si on mettait une pente à 60 degrés, en fait, ça favorisait que la particule d'eau, en fait, c'était ça qui permettait d'avoir la meilleure granulométrie pour favoriser la sédimentation d'un côté, et de l'autre côté, la flottaison. C'est cette angulation. Après, il fallait également déterminer en fait, l'espace entre les lamelles, de manière en fait, à ce que le dispositif soit un dispositif de traitement, mais qui soit également en tenue en fait, à une pluviométrie, à un raccordement de mètres carrés qu'on va raccorder. Donc, effectivement, le dimensionnement, il en suit des dimensionnements que la DWA en fait, préconise. Donc, voilà un peu avec en fait, dans le focus, en fait, bien sûr, les AFS 63, donc en fait, quelle est la limite en fait, du dispositif. Et donc, le but, c'était d'arriver avec un dispositif de traitement avec cette angulation, arriver à quelque chose qui répond à la pollution. Donc, nous, concrètement, par rapport à la DWA, en fait, on a deux produits aujourd'hui qui répondent à la 102. On a d'une part le Viatube, donc en fait, un dispositif qui va être en fait avec une retenue de sédiments. Donc en fait, on va avoir effectivement l'inclinaison va faire qu'en fait les sédiments vont être stockés dans l'ouvrage. Par contre, l'ouvrage, bien sûr, a des temps, donc une fois par an ou en fonction en fait de la mesure qui est faite, on va devoir aspirer ces sédiments. Et on a le Viacan qui, lui, en fait, est sans retenue de sédiments, en fait, qui, lui, après chaque élément pluvieux, va rejeter les sédiments dans les eaux usées.
Donc, en fait, les deux dispositifs existent et sont en lien avec la DVA, en fait, en fonction, si on est sur quelque chose de plus… le VIACAN, en fait, on va déjà être sur quelque chose de décentralisé. Nous, pour le marché français, quelque chose que je n'ai pas présenté, pour le marché français, pour décentraliser, on a également créé le VIADROP. Par contre, vous l'avez vu, la performance du VIATube et du VIACAN, on est sur 80 rendements d'épuration. Pour revenir au tableau d'avant, on est à 90%. Et effectivement, avec une charge admissible de 8 à 453 litres seconde. Donc, 453 litres seconde, pour vous dire, c'est quand même un dispositif qui fait une dizaine de mètres de long, 6 mètres de large. Ça commence à être un très, très gros ouvrage. Alors, aujourd'hui, notre politique, et c'est toujours essayer d'amener, de dire, il faut mettre le dispositif de traitement le plus en amont possible de la chute d'eau, parce que c'est effectivement là qu'on va ramener le dispositif à sa plus petite taille et que ça également pour l'entretien et l'exploitation du dispositif, que ce soit pertinent. Donc, nos dispositifs sont effectivement ont des agréments, dans l'IKT qui est l'équivalent du CERIB ou du STB. Donc, nos dispositifs sont testés. Et surtout, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'ils sont testés chez nous. Nous avons en fait un centre d'essai chez MAL. Ce centre d'essai aujourd'hui est connu dans toute l'Allemagne et un des plus gros centres d'essai parce que notre centre d'essai permet de tester des dispositifs jusqu'à 300 litres seconde. Donc, on va sortir de l'extrapolation calculatoire sur quelque chose, une exploitation physique. En fait, on va mettre nos dispositifs et on peut mettre jusqu'à du 300 litres seconde sur notre centre d'essai. On est les seuls à avoir ce dispositif. Mais ça permet du 300 litres seconde. Il faut imaginer que c'est un feed 800, un béton feed 800 qui rentre dans un ouvrage. Ça fait du remue, mais ça permet effectivement de modéliser réellement, en fait, de mesurer réellement comment fonctionne la goutte d'eau dans son environnement. Donc, c'est effectivement des produits qu'on développe, mais ce centre d'essai, il est aussi ouvert. Donc, les organismes d'État viennent faire des essais et nos confrères viennent de temps en temps essayer sur le centre d'essai, viennent faire eux-mêmes leurs évaluations pour sortir de l'extrapolation calculatoire par rapport à une exploitation réelle du produit. Donc, nous allons passer à la DVA 138. Donc, la DVA M138, c'est une vision globale. En fait, c'est ce qu'on appelle, donc c'est les produits les produits qui sont en lien avec la ville éponge. Donc, la toiture et les façades végétalisées, un dispositif de filtration avant une réutilisation de l'eau, parce qu'on peut aussi imaginer que si on stocke l'eau, on peut aussi l'utiliser à bon escient, notamment pour favoriser. On a fait un essai comme ça avec une entreprise qui s'appelle Soprema, que vous connaissez peut-être. En fait, on réalimentait le végétal par de l'eau. Justement, en fait, on stockait cette eau et cette eau réalimentait le végétal pour justement essayer de favoriser sur des graminées aux besoins de l'eau en fonction de la chaleur. Le but, c'était effectivement d'alimenter l'eau, la plante en fonction de la chaleur, pour avoir une évapotranspiration autour du bâtiment pour créer un îlot de fraîcheur autour de l'habitat. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qu'on appelle les rigoles d'arbres, ce que M. Siquer vous a présenté avant, effectivement, donc c'est un dispositif qui est tout récent qu'on a développé. C'est en fait, c'est un dispositif où on va avoir un support dans lequel on va pouvoir planter en arbre et avec une cuve de stockage dessous. Donc, en fait, on va y injecter les eaux de voirie notamment. Et le but, c'est qu'en fait, c'est que cette eau, elle est stockée et aux besoins de la plante, va pouvoir permettre justement, ça évite en fait que des villes comme Colmar, par exemple, recourent à l'arrosage en été pour garder des plantes vertes, alors que quelque part, cette eau, elle tombe à un moment donné, on le garde dessous et l'arbre, en fait, les racines vont chercher, par le biais de diffuseurs qu'on a, en fait, va chercher cette eau directement. Ça permet effectivement d'être vraiment dans le cadre de la ville éponge, d'avoir quelque chose qui est vertueux et qui fait favoriser l'évapotranspiration de l'arbre parce que l'eau, elle est stockée justement sous lui.
Alors, effectivement, sur la donc les différents dimensionnements d'installation d'infiltration, donc les capacités de dimensionnement. Donc, la DBA, en fait, elle va définir en fait toutes ces choses-là en fonction d'une nature du sol, en nature de toutes ces choses. Ce qui est notable dans ce cas de figure, c'est que c'est le facteur d'imperméabilisation et la limite. Le professeur Sticker l'a dit avant, il faut un ouvrage de traitement avant infiltration. Et ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, ce qui diffère entre les deux. Ah, attendez, je suis déjà allé un peu trop loin. On va revenir. Voilà. Ce qui va différencier, c'est le coefficient de perméabilité. On estime aujourd'hui qu'en Allemagne, quand le coefficient de perméabilité il dépasse 10-6, on ne peut plus infiltrer. En fait, il faut qu'on utilise une solution d'évapotranspiration, il faut qu'on autre chose. On ne peut pas infiltrer avec une terre au-delà de 10 puissance moins. Donc, à 10 puissance moins 7, on n'infiltre plus. Ça, c'est en fait, c'est ce qui diffère. Mais on va dire la DVA rejoint totalement la politique de la gestion intégrée des eaux pluviales qu'on a en France. Donc, effectivement, ce que je voulais également, sur l'infiltration et la percolation, c'est qu'effectivement, c'est un sujet aujourd'hui et surtout, en fait, l'infiltration sont deux processus apparentés mais distincts, décrivant un mouvement de l'eau dans le sol. Et l'infiltration se définit comme l'entrée de l'eau vers le sol en surface rocheuse, tandis que la percolation est l'écoulement de l'eau à travers le sol. Donc, effectivement, c'est des termes aujourd'hui avec la ville éponge qu'on va aller de plus en plus sur des termes comme ceux-ci qui vont aujourd'hui être en lien avec justement avec d'une part la gestion intégrée des eaux pluviales et de l'autre côté la DVA 138. Donc, nous, on propose un dispositif de traitement avant infiltration dans les nappes phréatiques. Donc, ce dispositif, c'est ce qu'on appelle chez nous le VIA+. C'est aujourd'hui, en termes d'appareillage, ce qu'il y a de plus performant. Bien sûr, qui dit performant dit forcément un ouvrage en fait, qui doit être au plus près de la source pour rejeter directement dans les eaux souterraines. C'est la première étape du VIA+, en fait, c'est un vortex. Donc, on va essayer de jouer sur effectivement un cyclone en amont. Puis, la goutte d'eau va devoir traverser un béton poreux. Puis, elle va devoir traverser un substrat et puis des peignes filtrants. Donc, aujourd'hui, on arrive à traiter 95% des parties. Donc là, on va être très proche en fait, des 0,045 microns en termes de performance sur le produit. Donc, je montre quelques photos de comment c'est fait. Donc, vous voyez, là, en fait, on a le vortex, la sédimentation. Après, le support en béton poreux dans lequel on va mettre le fameux substrat. Et avec le peigne à l'intérieur, en fait, qui est complètement filtrant, et qui permet effectivement d'avoir une goutte d'eau. Pour vous donner une idée, avant, on a parlé d'un séparateur. Un séparateur, la goutte d'eau, quand elle rentre dans le dispositif, elle ressort. En gros, elle va prendre 2 minutes. Entre le moment où vous rentrez dans le dispositif, vous en sortez, la goutte d'eau, là, on est sur 8 à 10 minutes. Donc, forcément, en fait, on ne peut pas raccorder les mêmes mètres carrés de toiture, ou les mêmes mètres carrés de voirie, pardon. En fait, le dispositif, mais par contre, en fait, la performance, on peut notamment rejeter, c'est un produit qu'on a mis en place en Suisse notamment, pour rejeter les eaux dans des espaces de baignade naturels. Et donc, nous, on propose en fait, forcément, en tant que bétonnier, on a voulu répondre à nos confrères sur les microplastiques avec leurs éléments, leurs cagettes d'infiltration. Nous, on a créé en fait une demi-coquille en béton qui a les mêmes caractéristiques que le tuyau béton qu'on essaie aujourd'hui de combattre. Mais en fait, l'avantage, c'est que ce produit reste un ouvrage en béton. Donc, même si le jour, en fait, il se dégrade, en fait, il ne se retrouvera pas dans les mers, il ne fera pas partie des microplastiques. C'est un ouvrage béton, donc même s'il se dégrageait, ça reste du béton. Ça reste, et donc, en fait, c'est une cavité dans laquelle, en fait, on va avoir de l'eau qui va
qui va monter en charge avec un régulateur de débit en sortie ou pas, ou alors si effectivement, donc on fait des dimensionnements comme ça de plus en plus pour proposer une solution alternative. Si maintenant, par exemple, on met le dispositif d'infiltration directement sous la voirie. De part et d'autre, vous voyez un InnoDrain. L'InnoDrain, en fait, c'est un dispositif de traitement par les végétaux pour traiter des eaux de voirie qui est dimensionné également, qui est une solution qui peut s'apparenter en fait à une noue, mais une noue en fait encadrée, qui permet en fait effectivement de raccorder des mètres carrés de voirie bien définis. Voilà. Merci pour votre attention. Très bien, merci. Pardon. Voilà, très bien, merci Je beaucoup. libère. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je regarde dans les questions-réponses. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. J'attends un petit peu. Si quelqu'un a une question à poser, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. C'est fait pour ça. En tout cas, c'était très intéressant. J'espère que vous avez tous appris plus sur la gestion des eaux pluviales et notamment l'approche DWA avec une application concrète. Une application concrète. Bon, il semblerait que pas de nouvelles questions viennent. Tout très bien, pas de souci. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire qui a été très intéressant. Je remercie à nouveau nos trois speakers, que ce soit Sandra Mateki, professeur Heiko Zicker ou Patrick Siget, pour votre présentation qui était très intéressante. Je me permets aussi de remercier l'entreprise Josten et l'entreprise 48 qui nous ont accompagnés à la fois dans la traduction ou dans l'accompagnement technique de ce webinaire. Et enfin, je remercie aussi l'Union européenne et le Fonds FEDER qui nous permettent d'organiser cet événement grâce à leur soutien. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et surtout, vous pouvez retrouver cette présentation, ce webinaire sur la chaîne YouTube du pôle Aquanova en français ou en allemand. Donc, peu importe la langue que vous préférez, vous retrouverez une vidéo avec tous ces éléments. Voilà. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, un très bon jeudi après-midi et une bonne fin de semaine. Merci.